Présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire reste une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons cette édition par le lancement de la campagne patriotique sur le civisme organisée le mardi dernier à l'Université pédagogique nationale par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation ainsi que celle de la jeunesse et éveil patriotique. Cette initiative qui prend les corps dans les écoles et universités porte comme thème principal jeunesse, patriotisme et responsabilité pour l'avenir de la nation. Le détail dans cet élément que vous propose Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. C'est avec faste que l'Université pédagogique nationale a accueilli la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure Marie-Thérèse Sombo, ainsi que la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Grace Coutinho, le mardi dernier, dans le cadre de la journée des écoles et universités initiée par le ministère de la Jeunesse. Une campagne placée sous les thèmes jeunesse, patriotisme et responsabilité pour l'avenir de la nation. Dès l'entame de cette activité, la rectrice de l'UPN, professeure ordinaire Yvonne Bébéké, a exprimé sa gratitude pour cette marque d'attention du gouvernement envers la communauté universitaire en accueillant chaleureusement ces deux hôtes. Elle a rappelé que l'université demeure le creuset de la formation des élites et le socle de la conscience nationale. Le numéro 1 de l'UPN a insisté sur le rôle de l'étudiant comme acteur du développement, la nécessité de cultiver l'excellence, la discipline et l'intégrité, l'importance du patriotisme académique au service de la République. La ministre de le sursis, professeure Marie-Thérèse Sombo, a souligné que l'enseignement supérieur ne forme pas seulement des diplômés, mais des citoyens responsables. Cette dernière a invité la jeunesse universitaire à s'approprier les valeurs républicaines, contribuer à la recherche et à l'innovation pour répondre aux défis nationaux, faire preuve de l'éthique, des rigueurs scientifiques, mais aussi l'engagement civique. Avec un ton engagé, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Grace Coutinho, a centré son message sur la responsabilité individuelle et collective de la jeunesse. Elle a encouragé les étudiants à aimer défendre la patrie, rejeter les antivaleurs, s'impliquer activement dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale, tout en relevant que le patriotisme commence par le respect des lois, des institutions et du bien-être commun. Dans un climat purement académique, les discussions ont porté notamment sur le rôle concret de la jeunesse dans la gouvernance et le développement, les mécanismes d'encadrement et d'accompagnement de projets innovants des étudiants, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat de jeunes diplômés. En somme, le ministre ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de la jeunesse un pilier stratégique de l'avenir national. Toujours à l'Université pédagogique nationale, pratique d'évaluation formative des enseignants du niveau secondaire des écoles infirmières du pôle pédagogique de Kitambo, Kinshasa, proposition des remédiations didactiques et pédagogie d'optimisation à la lumière des approches pédagogiques innovantes. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Moussoulou Ndessaï Robert de la faculté de pédagogie et des didactiques de discipline de l'Université pédagogique nationale. Christian Chipamba pour le détail. Intitulé Pratique d'évaluation formative des enseignants du niveau secondaire des écoles infirmières du pôle pédagogique de Kitambo, Kinshasa, cette recherche analyse l'impact des évaluations formatives dans l'enseignement des sciences de la santé à la lumière de l'approche par compétences. Dans son exposé lors de cette soutenance publique de la thèse de doctorat à l'UPN,
Les doctorants a relevé que, malgré les réformes éducatives, l'enseignant demeure encore trop souvent un simple transmetteur de connaissances, alors qu'il devrait être accompagnateur et facilitateur, plaçant l'apprenant au centre du processus. À travers une étude évaluative et corrélationnelle fondée sur une grille d'observation structurée de 4 domaines, 11 thèmes, 31 sous-thèmes et 176 indicateurs, il démontre que l'évaluation formative constitue un levier stratégique pour améliorer le rendement scolaire et optimiser le pratique pédagogique, a insisté l'impétrant. Une contribution scientifique saluée par le jury lors des échanges évaluatifs qui renforcent la réflexion sur la qualité de l'enseignement des sciences de la santé en République démocratique du Congo. Après évaluation et délibération du jury à huis clos, l'impétrant Robert Moussoulou a réussi avec la mention grande distinction, ce qui a justifié son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, faisant office de la rectrice pour la jouissance de son nouveau titre. Heureux du résultat en sortant de la salle, le récipiendaire a martelé ce qui suit. Ce que l'opinion publique doit retenir concernant ma thèse est que si la pratique de l'évaluation formative est faite régulièrement en tenant compte des compétences et des sous-compétences, ça permettrait à l'apprenant d'améliorer son rendement scolaire. Et à ce qui concerne l'enseignant, c'est pour aider aussi l'enseignant de voir s'il a atteint les objectifs de sa leçon. S'il n'a pas atteint les objectifs, il peut faire maintenant ce qu'on appelle la remédiation. C'est pourquoi j'ai parlé de propositions de remédiation pédagogique et didactique. C'est parce que vous avez constaté quoi exactement? Parce que j'ai constaté qu'il y a un problème sur la pratique des évaluations au niveau des écoles. Les enseignants ne s'articulent pas convenablement concernant l'approche par compétences. Donc ça pose un problème dans le rythme de l'évaluation. Et cette fois-là, nous demandons que les enseignants puissent laisser la place à l'apprenant. Parce que l'apprenant qui est au centre de sa formation et non l'enseignant. L'enseignant devient seulement un simple facilitateur. C'est pourquoi nous avons vu que ce travail ici aiderait la société. Tous ceux qui auront l'occasion de nous lire vont quand même améliorer les qualités ou bien les rendements scolaires de nos apprenants. Une ambiance bon enfant a marqué la fin de cette cérémonie académique. De l'autre côté, le doctorat Joseph Tshibala Dikoui a défendu le week-end dernier son mémoire de master complémentaire intitulé « Études, facteurs, comptabilité du paniscule dans les sanctuaires Lola de Bonobo » en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en biodiversité et changement climatique section environnement à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Jordan Kabengele et Blaise Boucha étaient présents pour le compte de notre rédaction. Le mémoire est accepté. M. Tshibala Dikoui Joseph a réussi l'ensemble des preuves avec la mention distinction. Ainsi, la mention distinction a été attribuée au doctorant Joseph Tshibala Dikoui après débat et délibération à huis clos du jury à l'issue de la brillante défense de son mémoire des masters complémentaires intitulé « Études de facteurs d'adaptabilité du paniscus au sanctuaire Lola Yabonobo en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en biodiversité et changement climatique ». Mention environnement à l'école doctorale de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Devant un jury composé d'éminents professeurs, le récipiendaire a présenté une analyse du bonobo dans son habitat naturel, mettant en lumière le menace qui pèse sur cette espèce ainsi que les enjeux liés à sa protection et à la conservation de son milieu. Son étude a permis d'inventorier 38 espèces végétales constituant son régime alimentaire, révélant une répartition inégale des ressources et une faible dominance d'arbres fruitiers dans les sanctuaires. Au terme des échanges, l'impétrant a recommandé l'élaboration d'un plan de gestion de la diversité floristique, un suivi climatique rigoureux ainsi qu'un mécanisme permettant d'évaluation pour renforcer la conservation du bonobo et de son habitat. Satisfait des résultats obtenus, il a exprimé sa reconnaissance. Nous avons identifié les différents variétés de fruits, les variétés de légumes, ainsi que les compléments alimentaires qui sont donnés au bonobo. Et nous ne sommes pas limités là-bas. Nous sommes allés aussi en tant que
ingénieur qui a fait non seulement la biodiversité, mais il y a aussi les changements climatiques. C'est que nous avons aussi fait l'analyse bioclimatique. L'analyse bioclimatique, c'est pour voir les conditions climatiques, nous avons examiné les conditions climatiques du sanctuaire, pour voir si les bonobos s'adaptent, qu'on amène au sanctuaire, peut s'adapter aux conditions climatiques. Et nous avons utilisé 3 indices bioclimatiques. Le premier indice, qui est l'indice de pluie de l'an, qui a démontré que les sanctuaires Loriabolo ont un climat humide. Et nous avons démontré aussi avec l'indice de pluie que au sanctuaire Loriabolo, l'année est humide. Et nous avons utilisé aussi un autre indice, l'indice de température et d'humidité. C'est là où nous avons démontré que la zone d'expansion des bonobos, c'est-à-dire c'est cette zone-là qui montre l'adaptabilité des bonobos. Et nous avons démontré que pendant la saison sèche, il y a un confort. Les bonobos se sentent à l'aise parce que l'indice de température d'humidité est favorable. Mais pendant la saison des pluies, avec la hausse des températures, il y a plus la température augmente avec l'humidité, c'est un problème. Il y a un confort et les bonobos ne savent pas vraiment subir les stress thermiques et calorifiques. Cette activité s'est clôturée dans une ambiance académique. Changeons de chapitre à présent. La faculté d'économie et de développement de l'Université catholique du Congo a organisé son premier colloque avec comme thème la politique de stabilisation, croissance inclusive et développement durable en Afrique. Plusieurs scientifiques venus de l'horizon vont échanger pendant 3 jours sur la politique économique de l'Afrique. Martin Tshisambou et Gérard Landou nous en disent plus. Dans sa mission de former des hommes et des femmes engagés pour le développement de la société et de l'Église, l'Université catholique du Congo, à travers sa faculté d'économie et développement, a organisé son tout premier colloque international sur le thème politique de stabilisation, croissance inclusive et développement durable en Afrique. Dans son allocution, le recteur l'abbé professeur Léonard Santedi a souligné la portée stratégique du thème, appelant à une articulation forte entre réflexion académique et actions concrètes pour un développement inclusif et durable du continent africain. Devant les participants venus de plusieurs pays et en présence du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, il a officiellement ouvert les CIFED 2026. La doyenne de la faculté, la révérende sœur Claudine Doumbi, a précisé que ces assises constituent un cadre de change scientifique autour des grandes questions de politique économique. De son côté, le coordonnateur du colloque, le professeur Joseph Moto Kossarad, a insisté sur l'importance de politiques de stabilisation macroéconomique tout en présentant les défis et opportunités liés au développement du continent. Alors, nous avons ici à l'Université catholique du Congo une faculté d'économie, économie et développement. Et cette faculté travaille au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche. Mais cette faculté pense aussi le service qu'elle doit rendre à la société. Et elle a donc pensé organiser ce premier colloque international où nous avons des chercheurs venus du Maroc, de France, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, de la République centrafricaine pour échanger sur les politiques de stabilisation. Alors nous avons un développement qui doit être inclusif et durable. Comment les progrès au niveau macroéconomique peuvent impacter la vie des citoyens? Ma réaction, c'est que c'est une réaction de satisfaction parce que nous avons réussi à faire venir les professeurs de très haute qualité. Et donc ça, c'est vraiment dans les objectifs de l'Université catholique du Congo. Comme je l'ai dit dans mon mot, ce n'est pas seulement former les savoirs, mais aussi former la personne dans son intégrité. Et puis, nous touchons aussi tout ce qui est l'éthique sociale. Et je pense que vous avez bien suivi le vice-premier ministre, ce tableau qu'il nous a donné, qui nous fait comprendre que notre pays, nous pouvons aussi nous en sortir. Non seulement les mines, mais il a parlé aussi de l'agro-industrie. Et c'est ça vraiment les moteurs
de la croissance économique. Intervenant comme conférencier, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Moukoko Samba, a axé son exposé sur la stabilisation macroéconomique et la résilience des économies africaines. Il a plaidé pour les réformes structurelles favorisant la diversification, l'industrialisation et la transformation locale des ressources soutenues par l'innovation, l'investissement dans les capitales humaines et une gouvernance efficace. Les colloques prévus pour 3 jours réunissent professeurs, chercheurs, décideurs publics et experts internationaux autour des enjeux économiques majeurs de l'Afrique. D'un sujet à un autre, problème de traduction de la Bible en langue locale, c'est le thème d'une matinée scientifique organisée dans la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo, dont l'objectif d'approfondir une réflexion sur les défis de la traduction de la Bible en langue locale. Encore Martin Chisambou et Gérard Landou pour le reportage. La faculté de théologie de l'Université catholique du Congo a tenu une matinée scientifique sur le thème « Problème de traduction de la Bible en langue locale ». Une initiative intellectuelle visant à approfondir la réflexion sur les enjeux linguistiques, culturels et théologiques. Dans son mot d'ouverture, le professeur Père Sylvain Badibanga, doyen de la faculté, a exprimé sa gratitude envers le participant tout en soulignant l'importance de cette activité dans les processus de contextualisation de la foi chrétienne. L'introduction de cette messe scientifique a été assurée par l'assistant Père Cyril Ilunga, qui a brièvement présenté les objectifs et le déroulement des interventions. Prenant la parole, le professeur Edouard Kitoko a posé le cadre théorique en expliquant les fondements et exigences d'une traduction fidèle, tout en soulignant les difficultés qui rencontrent les traducteurs face à certains concepts bibliques intraduisables ou ambigus dans les langues locales. Pour sa part, le professeur Maker Eyoupar a poursuivi en exposant sur les réalités pratiques et les obstacles techniques dans les efforts de traduction de la Bible. Le professeur Maker a évoqué notamment le risque des contrastes théologiques, les limites terminologiques et les conditions de réception des textes à traduire. Cette activité a permis de relancer les réflexions sur la nécessité de rendre la parole de Dieu accessible à tous dans leur langue maternelle, tout en gardant le sens spirituel et théologique. C'est par un riche jeu de questions et réponses que s'est clôturée cette matinée scientifique, permettant aux participants d'approfondir les sujets abordés et d'éclaircir certaines zones d'ombre à la grande satisfaction de tous. Du nouveau dans la bibliothèque congolaise, il s'agit de l'ouvrage du docteur Ali Machala Bangambe intitulé « Les 30 piliers de la réussite, un voyage vers l'excellence », livre baptisé par le docteur Kayembe en présence du représentant du bourgmestre de l'Umété et autres invités. La cérémonie a eu lieu dans la salle Kundelungu de l'immeuble Tembena Tembe. Je reste Lando pour les images. La prière dite par M. Macha et les mots de bienvenue de Mme Célestine Sangana ont lancé le programme de cette cérémonie de vernissage du nouvel ouvrage du docteur Ali Bangambe, un livre intitulé « Les 30 piliers de la réussite, un voyage vers l'excellence ». Après un interlude musical, Mme Naomi Moké et le docteur Wawali Papa ont exploré respectivement le 2 premiers et le 12e pilier abordés dans le livre qui parle du pouvoir du premier pas, cultiver un mental résilient et le partage comme multiplicateur. Un moment qui a conduit à la présentation de l'auteur du livre, le docteur Ali Bangambe, puis aux échanges avec l'assistance pour éclairer quelques zones d'ombre. J'ai voulu premièrement parler de mon expérience, la personne de Machala Bangambe Ali. Vous savez, dans la vie, il faudrait être un incubateur, un référentiel, un transformateur des données. Et si vous avez des expériences réussies, l'une des manières de les rendre pérennes serait de le partager. C'est dans ce sens-là que nous nous lançons dans la littérature. Comme vous l'entendez, écrire, c'est justement contribuer à la longévité des connaissances. Aujourd'hui, si on entend parler de Napoléon, on entend parler de Mère Thérèse,
Ils ont beaucoup écrit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés de mettre leurs pensées à la disposition de la population. Et la motivation, ce n'est rien d'autre que mon expérience personnelle. Vous savez, la vie nous contraint à beaucoup de choses. Et l'une des manières de spécifier tout ce que nous emmagasinons quotidiennement, comme nous l'entendons, la réussite n'est que résultat de deux temps, madame. Le premier temps, c'est le mindset, la mentalité, et le deuxième, le développement personnel. Les moments forts de cette cérémonie étaient les baptêmes de cet ouvrage de 96 pages subdivisé à 30 chapitres par le docteur Kayembe. J'interpelle la jeunesse qui est ici d'aller plus loin et plus loin encore, de garder toujours le courage de ne pas reculer mais d'avancer. Présent dans la salle, le représentant du vice-bourgmestre de l'Umété a à son tour placé un mot. Nous sommes très heureux de partager ces moments où M. Machala a eu à partager son expérience dans cet ouvrage, que j'invite le jeune ou encore nombreuses personnes selon leurs divers domaines de consommer massivement parce qu'il est important de savoir comment évoluer. Donc les 30 piliers nous parlent simplement des étapes, comment commencer par A pour arriver par exemple à Z, comment commencer à 0 pour atteindre 7. Les mots de remerciement du docteur Joseph Bangambe, la vente aux enchères de l'ouvrage et la photo de famille ont bouclé le boucle. Dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur des techniques de Lubumbashi vers une signature de partenariat avec le pays sud-africain. C'est dans ces cadres que le président du conseil d'administration, le professeur Jeannot Panapania, a effectué une visite dans plus ou moins cette université de l'Afrique du Sud. Les détails dans cet élément que vous propose Christian Chipamba. En Afrique du Sud, l'un des pays africains en faisant la fierté de l'enseignement supérieur et universitaire. Ici, le professeur associé Janon Pagnan, président du conseil d'administration de l'ISTEL, a effectué un périple dans plus ou moins 7 universités reparties dans différentes villes du pays. Du 16 au 26 février 2026, l'heure était de découverte spectaculaire des universités sud-africaines par le numéro 1 de l'ISTEL à la quête de partenariats potentiels du point de vue recherche, enseignement, jubilage des universités sud-africaines et l'ISTEL pour le renforcement de capacités des étudiants. Tout a commencé ici, à l'université de Johannesburg. Accompagné du docteur Benjamin, le professeur associé Janon Pagnan a visité plusieurs facultés de l'université de Johannesburg, notamment sciences économiques, médecine, informatique et autres. Les conditions d'études, le cadre d'enseignement dans cet alma mater ont été salués par le PCA de l'ISTEL. Un jour après, c'est-à-dire le 18 février 2026, le PCA de l'ISTEL est revenu pour visiter le cadre d'enseignement de la faculté polytechnique de l'université de Johannesburg, une faculté contenant plusieurs départements avec de matériel de haute facture. D'une ville à une autre, nous sommes à Pretoria, capitale politique de l'Afrique du Sud. Ici, la prestigieuse université de Pretoria a connu la visite du PCA de l'ISTEL. Le professeur associé Janon Pagnan a effectué un passage en revue de la faculté des sciences naturelles, sciences économiques et gestion, faculté d'informatique et polytechnique. Sur place, le PCA de l'ISTEL s'est dit être inspiré davantage des innovations trouvées. Une éventuelle duplication serait envisageable à l'ISTEL afin d'améliorer les conditions d'études. Dimanche 22 février 2026, Cap-Vert Durban University of Technology. Accompagné du professeur Martin Kabange, le PCA de l'ISTEL a vu ce à quoi ressemble la faculté d'ingénierie et de l'environnement bâti, un département regroupant les disciplines de l'ingénierie, c'est-à-dire mécanique, électrique, civile, et des secteurs liés à la construction, la planification urbaine et l'architecture. À l'issue de ces visites historiques, le professeur associé Janon Pagnan et sa suite, composée notamment du professeur Martin Kabange, ont achevé leur tournée par un geste touristique à bord de l'océan Indien. Peu avant
d'entamer d'autres rencontres à huis clos. Une tournée qui marque l'histoire et qui, à jamais certainement, restera gravée dans l'histoire, car les accords de partenariat seront signés d'ici peu entre les universités sud-africaines et l'ISTEL pour que l'étendard de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC soit présenté comme exemple standard international. À l'ISTEL, bâtir un pays plus beau qu'avant via une éducation de qualité serait possible. Avant de boucler cette édition, parlons cette fois-ci de la conférence débat organisée par la structure dénommée Africa Motema à l'Université de Sciences et Technologies. Afrique, terre de l'espérance, c'est le thème développé au cours de cette activité qui s'est déroulée au sein de l'UCITEC située dans la commune de Ngalema. Avant de boucler cette édition, parlons de la conférence débat Avant de boucler cette édition, parlons de la conférence débat organisée par la structure dénommée Africa Motema à l'Université des Sciences et Technologies. Afrique, terre de l'espérance, c'est le thème. Cet événement exceptionnel de la structure Africa Motema, organisé à l'Université de Sciences et Technologies, a réuni la crème scientifique congolaise et autres personnalités pour célébrer la culture africaine et promouvoir ses richesses à travers ses histoires, ses cultures et son identité. M. Junior Lubaki a ouvert la séance en mettant en avant la diversité et la richesse culturelle du continent africain, ce qui a permis de créer une ambiance positive et pleine d'espoir. L'intervention de l'ambassadrice Stella Nyota, qui a exécuté le debout congolais, a renforcé le sentiment d'unité et de fierté dans le chef des Congolais. Puis les différents intervenants, à l'instar de M. Alligator Koutou, s'est apaisanti sur la nécessité de revisiter l'histoire africaine pour en faire une mémoire à reconquérir en démystifiant certains récits dominants et en encourageant une lecture panafricaine plus authentique. Pour moi, il y a deux expressions clés. La première, c'est la fin de notre hymne national, les serments de liberté que nous léguons à nos enfants, à notre postérité. Quelle est cette liberté-là que nous voulons léguer à nos postérités? C'est la liberté politique, la liberté économique, la liberté culturelle ou quoi? La deuxième expression pour moi, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'objectif pour nous, c'est promouvoir les valeurs culturelles au sein de la jeunesse. Tatouka Bongo a quant à lui souligné l'importance de l'identité culturelle chez la jeunesse entre héritage et modernité, ce qui est crucial que la jeunesse africaine puisse s'approprier ses racines tout en avançant vers l'avenir. La jeunesse qui aspire au panafricanisme puisse développer la curiosité d'apprendre. Parce que tout ce que nous devons apprendre est déjà autour de nous et il nous suffit juste d'ouvrir l'œil pour les dénicher. Le parent qui n'aime pas trop dire la vérité, est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité ou c'est parce qu'ils connaissent la vérité et eux-mêmes ils préfèrent la taire? Je ne pense pas qu'ils la connaissent. Je pense qu'ils ne sont eux aussi malheureusement que le relais des choses qu'eux aussi ils ont appris. Hélas. On demandera aux parents eux aussi de développer la curiosité, de désapprendre pour réapprendre, en vue que nous puissions offrir à notre jeunesse une éducation à la hauteur de ce que l'Afrique attend. Madame Bénédicte Abdallah a également enrichi cette réflexion basée sur le leadership et l'engagement des jeunes dans la construction de leur identité. Ici est de noter que l'objectif principal de cette conférence est de permettre à la jeunesse africaine de connaître ses origines, de démystifier certains aspects de son passé, mais aussi de porter fièrement sa culture. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Jérès Landou, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo. Machara, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.